L'hibernation de Philippe Lacoche, lu par Serge Cazenave. Franck avait tout fait pour la retenir. Rien n'y fit. Elle était partie par une belle matinée de printemps, emportant dans une camionnette de location un peu de mobilier, une dizaine de disques et quelques vêtements. Depuis, ils erraient dans leurs 3 pièces à la recherche d'un souvenir, d'un détail, d'une odeur ou d'un ray de lumière à travers les rideaux d'organdi qui lui rappela Betty. Ils souffraient en silence, anesthésiés par les baguettes de l'exomile qu'ils laissaient fondre sous la langue afin que l'effet fût plus rapide. Ils se traînaient jusqu'à l'usine, faisaient semblant de rentrer 2 ou 3 factures dans l'ordinateur afin de ne pas attirer l'attention de ses collègues et partaient dès qu'ils le pouvaient, fonçaient jusqu'à chez lui où, quelle que fût l'heure, ils se déshabillaient, absorbaient un somnifère et se couchaient. Dehors, l'été éclatait tel un fruit mûr. Aux terrasses des cafés, les filles magnifiques exhibaient leur peau hâlée, caressée par des étoffes légères. Les gens ne parlaient que de vacances. Les fourgonnettes des marchands de glace laissaient derrière elles des parfums de vanille, de pistache et de fraises. C'était l'été, donc. Franck remburait, hiberné. Certains tentèrent de l'extraire de sa léthargie. Un matin de septembre, il reçut une lettre péremptoire de son directeur qui l'enjoignait de venir s'expliquer. « Vous n'en fichez plus une, Ramburé. Que se passe-t-il, mon vieux ?» Lionel Grambert était un homme court sur pattes, au cou de taureau, les joues couperosées par le brouillis des repas d'affaires. Franck tendit vers son supérieur un vague regard, éprouva beaucoup de difficultés à tenir les paupières écartées, se délectant à l'avance de l'instant où il quitterait le bureau pour aller piquer un roupillon dans la réserve sur un lit de camp improbable qu'il avait déniché entre boulons, plaques de métal écorchées et boîtes de graisse. Il tenta bien de décocher un sourire à Grambert, mais l'effet obtenu ne fut pas celui escompté. « Et ça vous fait rire? Ce n'est pas que vous vous foutiez de ma gueule par hasard ?» Franck sentit le vent tourner et rassembla le peu d'esprit non l'exomilé qu'il lui restait pour conserver son emploi. « Pas du tout, monsieur Grambert, pas du tout, je vous assure. » Son élocution était pâteuse. Subodorant qu'il avait bu, Grambert se rapprocha du visage de l'employé, huma son haleine afin d'y déceler une trace d'anis ou de houblon, odeur qui, selon lui, caractérisait celle des tourneurs et des fraiseurs. « Si mes magasiniers se mettent eux aussi à picoler, je n'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte !» songea-t-il en recrachant le trombone qu'il suçait nerveusement. Bien vite il fut rassuré. La laine de son subordonné ne sentait que le dentifrice vendu en parapharmacie. « N'y allons pas par 4 chemins. 12 factures sur les 25 de la semaine dernière n'ont toujours pas été traitées. Mardi, en fin de matinée, ma secrétaire vous retrouve endormi sur le clavier de votre ordinateur. Jeudi à 17 heures, c'est à 3 centimètres de l'emboutisseuse numéro 7 que vous vous étiez assoupi. Entre parenthèses, si Raoul ne vous avait pas réveillé, vous étiez bon pour vous faire mouler un membre. Gérer les accidents du travail, vous pensez que je n'ai que ça à faire, et le popon, je le garde pour la fin. Lundi aux aurores, on vous retrouve affalé dans un couloir près de la porte où vous avez dormi tout le week-end. Nom de Dieu, expliquez-vous, Ramburé. » Grambert laissait apparaître un visage écarlate, couleur de groseille écrasée. Les trous de la peau grêlés de ses joues restaient de couleur chair, eussent pu figurer les pépins concassés. « Je ne suis pas très en forme, » commença Franck, tout en bâillant. « On l'avait remarqué, soyez plus précis, s'il vous plaît. »
plus précis, j'aimerais bien le voir à ma place, ce pot à tabac de Grambert, ce nain hargneux, ce courteau des trois Suisses, ronchonna-t-il intérieurement. C'est qu'on a sa pudeur quand même, qu'est-ce qu'il s'imagine? Que je vais lui parler de Betty, du vide que je ressens, des comprimés de toutes les couleurs, anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères que je gobe à longueur de journée? Il rêve, le boss, et il fantasme, le gros lard. Le directeur s'impatienta, farfouilla nerveusement dans la boîte à trombone avant d'en extraire un chemin de fer. C'est ainsi que ses collaborateurs surnommaient les attaches parisiennes depuis qu'il avait contracté cette mauvaise habitude. Dans les colonies, murmurait-on, l'esprit tout imbibé de pensées exotiques et musquées. Cela lui procurait une dentition épouvantable. Émail, anthracite, chicots et caries, l'état de sa bouche était tel qu'un dentiste avait même renoncé à le soigner. « Je souffre », finit-il par lâcher, espérant son propos suffisamment laconique pour ne pas provoquer d'autres questions de la part de son tortionnaire. C'était mal connaître Grambert qui, doté d'un regard porcin de gestapiste, personnage qu'on trouvait encore dans les films de série B français des années 50, revint à la charge. Grambert sembla interloqué. « Vous souffrez de quoi exactement ?» L'employé hésita. Indiquer la tête? Non, surtout pas. Que dire alors? Du cœur, lâcha-t-il à bout d'arguments. Cardiaque? Triompha l'employeur qui voyait déjà se profiler à l'horizon une possibilité de réforme, un écartement doux, bonasse, dans lequel les syndicats récalcitrants au corps médical ne viendraient pas patauger. Franck hésita à rester sur ce petit mensonge, mais il se méfiait trop de Grambert. En une fraction de seconde, il imagina une batterie d'examens médicaux exigés par la direction, avec expertise, contre-expertise, électrocardiogramme, radiographie, scanner, tuyaux enfoncés dans les artères. Il craqua. Oh, une peine, abandonna-t-il en un râle pitoyable. Une peine de cœur. Une femme, une maîtresse, insista le directeur aussitôt inquisiteur. Pour qui me prend-il, ce gros con? Rumina Ramburé, qui tenta de mettre fin au jeu de l'énigme. Un amour, résuma-t-il, un grain d'émotion dans la voix. Quelle horreur! Hurla Grambert. Des images chocs se télescopèrent sous son énorme boîte crânienne. De l'adultère dans l'usine, il en avait vu. Des copulations diverses, intersyndicales, le secrétaire CGT du comité d'entreprise avec la déléguée de la CGC interprofessionnelle, la gardienne avec un livreur de rivets, collégial, une secrétaire de direction avec un apprenti outilleur. Les actes de luxure se dissimulaient un peu partout. L'hiver dans les remises ou les vestiaires équipés de chauffage. L'été dans les fourrés de charmilles. C'était une usine dite verte, une façon habile de récupérer des fonds de la municipalité qui n'avait pas hésité un seul instant à subventionner. Un fraiseur avait même coincé une dactylographe dans la remise située derrière la machine à café. Grambert fronçait alors les sourcils, feignait de prendre des sanctions qu'il s'arrangerait pour ne pas faire appliquer, car au fond de lui-même, ces ébats singuliers, non réglementaires au sens strict de la loi du travail, ne lui déplaisaient pas. D'une part, il faisait partie de cette race de patrons qui pensaient que ces séances de relaxation témoignaient de la bonne santé et de la vigueur de son personnel. D'autre part, ces petites fêtes du corps n'allaient pas sans émoustiller sa propre libido. Mais l'amour, l'amour avec un grand A, comme âme, ça, c'était autre chose. Il en gardait un souvenir affreux,
N'était-ce pas lui qui avait poussé le petit Robert des Vandales à se pendre à la poignée de la fenêtre du vestiaire après avoir été éconduit un soir de pleine lune par sa fiancée qu'il aimait passionnément? N'était-ce pas lui encore qui avait poussé Karim, un chariste vif comme l'éclair, à se jeter sous les roues de son Fenwick lorsqu'il avait appris que le père de la jolie rousse qu'il voulait épouser, notable, glacial, membre du tribunal de commerce, refusait d'accorder la main de sa fille à un rastaquouère? Chaque fois, l'inspecteur du travail avait déboulé avec ses grands airs citoyens. Enquête, interrogatoire. Les syndicats s'en étaient mêlés. Grand'Bert n'avait pas dû apprécier ce surplus de travail, ce ramdam, ces articles dans le quotidien régional. Donc rien de surprenant à ce qu'il eût pris l'amour en grippe. Pour résumer, c'est l'amour qui vous a mis dans un tel état, mon pauvre Ramburé? On peut le dire comme ça. Et je suppose qu'elle est partie? Oui. Comment se prénommait-elle? Ça ne vous regarde pas. Ne le prenez pas sur ce ton. Je fais ce que je peux. Mais sérieusement, mon petit Franck, vous ne pensez tout de même pas que je vais continuer à vous laisser vous assoupir tous les quarts d'heure à votre poste de travail? C'est insupportable, et vos collègues vont se mettre à jaser. Vous préférez peut-être que je me trucide comme Karine ou le petit Robert? Vous êtes fou, quoi! Tout de suite les grands mots! Alors laissez-moi m'oublier dans les bras de Morphée quand mes fichus médicaments me le réclament. C'est absolument hors de question. Alors, je ne vois qu'une solution, l'arrêt maladie. Il cracha son trombone, dévisagea son employé, lui trouva une mine épouvantable, le teint grisâtre, les yeux globuleux et cernés, le front labouré par les sillons de 3 rides profondes. En un instant, il l'imagina écrasé par le Fenwick, paniqua. « Et le temps que vous voudrez !» ajouta-t-il, grand seigneur, enveloppant sa phrase d'un geste qu'il voulut magnanime. Et c'est ainsi que Franck Ramburé fut mis aux arrêts. L'amoureux déçu trouva l'idée excellente. Il courut aussitôt chez un psychiatre, expliqua son cas. Le praticien, jugeant bientôt que l'état de son patient empirait, lui prescrivit plusieurs mois de repos. Franck rentra chez lui, avala 3 ou 4 pilules, puis se coucha tout habillé. Il n'était guère plus de midi. Il se réveilla 3 jours plus tard, rankylosé, mais heureux de cette petite mort, somme toute, fort agréable. L'hibernation, la vraie, va enfin pouvoir commencer, jubila-t-il. Il se rendit cependant compte qu'il fallait préparer celle-ci un minimum. Depuis plusieurs semaines, il ne se nourrissait plus que de noix de cajou. Il fit donc installer un complexe système de mangeoires fonctionnant électriquement. Une trappe fut placée près de la porte. Il suffisait d'y déposer les écuelles de noix et d'appuyer sur un bouton. La nourriture venait ainsi jusqu'à lui, presque à sa bouche. Il eût presque pu mastiquer en somnolant. Encore fallait-il trouver un apporteur de nourriture, un déclencheur de boutons, une belle âme qui consentît à lui donner la pâtée. Aussitôt il pensa à André Vraud, le seul copain qui lui restait. Il se traîna jusqu'à la sortie de l'usine, les yeux bouffis, et tomba nez à nez avec le Vraud qui, en dépit de l'heure matinale, sentait déjà le muscadet. Dans la vie, Vraud n'avait qu'un seul but, un seul plaisir, s'alcooliser. S'alcooliser ne veut pas dire boire. Boire, c'est parfois goûter, savourer, distinguer, classer les boissons, les crus, comparer les degrés, bref, tenter de rester conscient un minimum et donc de rester en vie. S'alcooliser, c'est s'abrutir, s'oublier, une autre façon de dormir. C'était sûrement pour cette raison que ces deux-là s'entendaient si bien. Leurs habitudes présentaient cependant une différence majeure.
Si les comprimés de Ramburé étaient généreusement remboursés par la sécurité sociale, les verres et bouteilles de Vraud, eux, ne l'étaient aucunement. Pour cela, il lui fallait disposer d'argent, de beaucoup d'argent, en liquide. « Je te rétribuerai grassement, » conclut Franck, après qu'il eut expliqué la mission à son camarade. L'argument ne manqua pas de faire tilt chez le dipsomane. « On va boire un canon pour fêter ça, hein, Franck ?» tenta André, en tirant son collègue par la manche de son imperméable pour l'entraîner vers le café de la Fourche. « Non, j'ai affaire, » bâilla-t-il en fermant les yeux. « Et prends surtout des noix de cajou de bonne marque, pas celles du Coursiprix, elles sont dégueulasses. »« Tu peux compter sur moi, mon pote, » bégaya Vraud, déjà bourré. Ils se quittèrent plutôt satisfaits. Un léger vent de fin septembre fit bruire les feuilles des charmilles aux amours. Franck ne comprit pas bien pourquoi, mais ce bruit délicat, subtil, le fit aussitôt penser à Betty. Il fonça alors vers son immeuble pour plonger dans le sommeil, tandis que Vraud, lui, fonçait vers le bistrot. Cette fois, Franck se déshabilla, enfila un pyjama de soie bleue de Prusse, très doux, une paire de chaussettes de laine. Il était frileux des pieds et dormit 4 jours durant. À son réveil, il trouva 3 écuelles de noix de cajou, y plongea goulûment la tête jusqu'à plus fin. Pour lutter contre l'engourdissement qui lui attaquait les jambes et ainsi éviter les escarres, il se força à faire les 100 pas dans la chambre, juste ce qu'il fallait, pas un de plus. Pissa, puis se jeta sur le tube de somnifère, avala la moitié d'une bouteille d'Évian. 10 minutes plus tard, il dormait à nouveau comme une souche, ronflant à s'en éclater le nez. Ce manège dura tout l'automne, une hibernation fort réussie. Lorsqu'il décida d'y mettre un terme, l'hiver était là, il neigeait sur la ville. Son corps était recouvert de petites cloques de crasse dues à l'agglomération de la transpiration, de la poussière et du duvet de l'édredon. Il empestait à tel point qu'il se résolut à prendre une douche. Lavé, rasé, parfumé, habillé, il alluma un grand feu de bûche de hêtre dans la cheminée et y brûla son pyjama bleu de Prusse, les écuelles de noix de cajou, brisa à coups de hachette l'installation nutritive, puis reboucha la trappe. Enfin prêt, il fut pris d'une irrépressible envie de sortir, de prendre l'air. Avant de quitter les lieux, il téléphona à Vraud, qui était justement en repos. Ils se donnèrent rendez-vous au café de la Fourche. C'était la seconde moitié de l'après-midi et déjà la nuit commençait à tomber. Les guirlandes de Noël se balançaient, fouettées par un vent vif et humide. Les vitrines des magasins, avec leur éclairage jaune et rouge, dégageaient une atmosphère chaleureuse. Des flocons s'écrasaient contre les vitres chaudes et finissaient en larmes. Il trouva cela joli. Sur la place de la mairie, un marché de Noël battait son plein. Ce genre de manifestation était maintenant inscrite dans l'air du temps. Il n'avait rien contre. À l'intérieur de ces petits chalets de rondins, 2 jeunes gens proposaient là des vêtements mexicains, là du miel ou de l'hydromel, là des santons, là des bouquets séchés ou des produits dits naturels. Il s'arrêta devant une jolie fille rousse comme la lune qui vendait du vin chaud dans des gobelets en carton. Il en prit un verre, se brûla les doigts. La première gorgée le rasséréna. L'odeur de la cannelle lui picota la mémoire. Il se revoyait 3 ans plus tôt, dans un grand magasin de meubles suédois, en compagnie de Betty. Au restaurant de l'établissement, ils avaient dégusté de la viande de renne. Pour finir, ils avaient bu du vin chaud. Elle s'était blottie contre lui disant qu'elle l'aimait. Elle lui avait demandé de la serrer fort dans ses bras. Il sentait son petit cœur d'Anglaise battre sous son pull de laine angora. Ce souvenir lui fit mal, très mal. N'ayant pas de Lexomil sur lui, il paniqua, ravala la boule d'angoisse qui lui comprimait l'œsophage en vidant cul sec un second verre de vin chaud.
La fille rousse le contempla d'un drôle d'air, et il mit les bouts. Il marcha rapidement, passa le premier pont, puis le second, très enneigé, comme dans un conte d'Andersen. Là encore, il se tordit l'esprit en chutant sur un souvenir de silex. C'était là qu'ils s'étaient rencontrés. Elle revenait de la gare, essoufflée par le port d'un sac presque aussi gros qu'elle. Elle cherchait un hôtel. Dans un français approximatif, elle lui avait demandé conseil. Il avait proposé de l'accompagner dans ses recherches et de porter son sac. Elle lui avait souri, appréciant cette galanterie très Frenchy. Ils avaient fait le tour de tous les hôtels de la ville. Ils étaient complets. Il lui avait alors proposé de venir dormir chez lui, sur le canapé, bien sûr. Avait-il cru bon de préciser? Un adorable sourire avait illuminé son visage. Avait-elle compris ce qu'il voulait dire? Il n'en sut jamais rien, mais vit dans son acceptation comme un signe. Betty venait du nord de Londres pour apprendre l'anglais à des collégiens d'une institution privée de la ville. Ils auront bien de la chance d'avoir un aussi joli professeur, n'avait pu s'empêcher de lui glisser à l'oreille le magasinier en débouchant une bouteille de vin d'Auvergne. Cette fois, il était certain qu'elle avait compris. Ce fut elle qui l'invita à danser. Le matin, en se réveillant, Franck ressentit l'indescriptible impression de se retrouver dans la peau d'un autre homme. Le café de la Fourche empestait le pastis et la cendre froide des cigarettes américaines. C'était l'heure de l'apéritif. Vaux l'attendait assis devant un guéridon dans le fond de la salle. 3 verres vides se trouvaient devant lui. Il était hâvre, le regard torve, complètement ivre. « Alors, bien dormi ?» interrogea-t-il d'une voix mal assurée. Franck adorait son sens de l'humour. Parfois, il se demandait comment un garçon aussi brillant avait pu échouer comme tourneur dans une usine de construction métallique. 68, les établis, je ne m'en suis jamais sorti. Moi, j'y ai trop cru trop longtemps. Après, c'était cuit. Les autres sont partis, moi je suis resté accroché au pinard aussi, pour faire comme les prolos, lui avait-il expliqué un soir de beuverie. Il lui avait également parlé de la cause du peuple, d'autres sigles dont il n'avait pas bien compris le sens, et d'une faculté de banlieue parisienne où, disait-il, il avait effectué ses humanités et étudié la philosophie. Elles étaient bonnes, mes noix de cajou? Délicieuses. Merci pour tout. De rien, sache quand même que tu m'as donné du boulot et tu m'as surtout détourné du chemin de mon bar préféré. Ça n'a pas dû te faire de mal. Occupe-toi de tes comprimés avec tes saloperies. Tu n'es pas mal non plus. Ils se mirent à discuter de tout, du temps qui passe, des fêtes imminentes qu'ils critiquèrent avec avidité. Ce fut lorsqu'ils abordèrent leur projet que Vraud sortit le pistolet de sa poche. Il était enrobé dans du papier journal. « C'est pour Grambert, dit-il, soudain lucide. « Quoi pour Grambert ? Je vais buter Grambert. J'ai pris ma décision pendant ton hibernation. T'es complètement cinglé. Après, je te le filerai pour que tu butes Betty. » « Buter Betty ? Mais je n'en ai aucune envie. » « Tu as tort, il faut abattre le capitalisme sauvage et les nanas de la mondialisation qui changent de mec comme on change de déodorant. » Vraud s'amusait à faire tourner le barillet du flingue. Son regard était fixe, inquiétant. Soudain, il trempa le canon dans son verre de pastis et laissa retomber les gouttes anisées. Ils avaient cessé de parler pour écouter le clapotis dérisoire qui en résultait. « Et je peux savoir depuis combien de temps tu es devenu fou ? » ?»« Tu l'es devenu bien avant moi. J'ai également décidé d'arrêter de boire. Je n'ai pas envie de trembler et de rater ce salaud quand je lui ferai la peau. » Ils se disputèrent, commandèrent à nouveau des verres. Lorsque Franck quitta Vraud, ce dernier dormait la tête appuyée contre les guéridons. Dans la poche de son pardessus en chevron, le pistolet faisait une bosse comme eussent pu le faire 2 ou 3 paquets de noix de cajou. Vraud tint parole. Il ne but plus une goutte d'alcool.
Par contre, il trembla si fort qu'il rata Grand'Bère. La première balle alla se loger dans une boîte de trombone, la seconde dans le cadre contenant la photographie de son chien. Cette tentative d'assassinat produisit comme un électrochoc sur le chef d'entreprise. Il devint d'abord bon, puis beau. Jusqu'alors résolument trapu, sa silhouette s'allongea. C'était même surprenant. À l'âge de 63 ans, il grandit de 25 centimètres, ce qui ne manqua pas de produire un certain effet sur le monde scientifique et médical et d'interpeller les médias. Son teint couleur brique s'éclaircit, ses traits s'affinèrent. On parla de lui dans les journaux, à la télévision, à la radio. Les journalistes et animateurs s'arrachaient le phénomène. Tout naturellement, puisque pas tout à fait idiot, il mit cette métamorphose sur le compte de l'acte manqué de Vraud, contre lequel non seulement il ne porta pas plainte, mais qu'il vénéra. Il le nomma responsable des ressources humaines, organisa un grand raout pour l'inauguration du nouveau local syndical qu'il tint à baptiser Espace Jacques Vraud. Sans trait d'union entre Jacques et Vraud. Pour ça, il faudra attendre que j'aie cassé ma pipe, ironisait Vraud, que la composition d'une feuille maoïste, après 68, avait rendu expert en typographie. « Le plus tard possible, mon petit Jacques, » répliquait Grand'Bère, en se penchant légèrement sur la tête du nouveau promu afin de lui caresser la nuque. Son regard bleu-ciel scintillait d'éclats de presque amour. On eût dit Montgomery Cliff, il était beau comme un dieu. Les secrétaires et les ouvrières en étaient folles. Il leur avait assuré une augmentation conséquente, aux ouvriers également. Il avait aussi instauré un système de participation qui permettait aux salariés de bénéficier d'un intéressement au chiffre d'affaires. La boîte tournait à plein régime. Grand'Bère, qui citait maintenant Proudhon et Marx en conseil d'administration, s'intéressait à l'art. Et quand il passa commande à Feliciano Vecchio, un sculpteur qui s'était rendu célèbre en utilisant comme matériau une pâte très personnelle, puisqu'il mélangeait son sperme à ses ongles de pied, d'un bronze de 4 mètres de haut, représentant Vraud, pistolet à la main, faisant feu sur un patron trapu, bronze qu'il fit installer à l'entrée de l'usine. Franck comprit que Grand'Bère avait définitivement perdu la tête. Betty était repartie vivre en Angleterre, où elle avait épousé un professeur d'éducation physique. L'hiver approchait. Il ne restait plus à Franck Ramburé qu'à faire comme tout le monde. Il passa à la pharmacie, fit sa provision de somnifères et de Lexomil. Il rentra dans le rang et, cette année-là, commença son hibernation en plein mois de décembre. Grand'Bère venait de dépasser les 2,10 mètres. Il projetait d'offrir un pur sang à Vraud pour son anniversaire.